j'ai changé de côté. Et vous allez me dire si le son c'est bon. Après, il n'y a pas besoin que ce soit trop fort hein, non plus. Attendez, j'essaie de régler le son. Je l'ai mis à 50. Belle marmite, hein, n'est-ce pas? J'en ai plusieurs de POV. Hein. J'entends rien perso. Nous sommes dans mon atelier de magie. Bienvenue dans mon atelier magique. La fois passée, je vous ai invité dans mon salon, dans mon château. Et avant, dans ma grande bibliothèque. On pourra utiliser les différents POV au bon gré de nos envies. Sorcier. Je le savais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, nos légendes urbaines. On entend la cheminée. Normalement, vous devriez entendre la cheminée, entendre la pluie qui tombe et de temps en temps un peu d'orage. Je trouve qu'il est vraiment très joli avec la tasse fumante, la petite boule, la potion, les bougies, le feu qui mijote, les améthystes au-dessus de la cheminée. C'est vraiment très léger chez moi. C'est peut-être parce que t'as pas mis le son trop fort. Après, le but, c'est quand même de m'entendre. Donc, si je le mets trop fort, ça peut couvrir le son de ma voix. Si vous voulez que je l'augmente, je peux l'augmenter. Voilà. Dites-moi si c'est bon, on fait les réglages avant de commencer. Au moins, quand c'est fait, c'est fait. C'est bien là? Ok, c'est parfait. Allez, go. Alors, la première histoire, ce sont des petites légendes urbaines qui viennent du Mexique. Ok, c'est bon. Et la plupart des légendes urbaines s'inspirent des faits réels qui ont été amplifiés ou déformés par nos propres peurs, souvent inconsciemment, et les histoires qui en résultent sont plus terrifiantes encore que les originales. Le Mexique est un pays particulièrement riche en légendes urbaines et je vous propose d'en découvrir quelques-unes parmi les plus célèbres. Ah, d'accord, ok, t'entendais pas la pluie et l'orage. La première s'appelle l'Elcu. L'Elcuqui, ça s'écrit comme ça. Attendez, je vais vous le... je parle pas mexicain. Attendez, hein, je cherche après mon truc. Voilà. Hop. Ça s'écrit comme ceci. Enfant, endors-toi. Dors maintenant, ou viendra El Coco qui te mangera. Originaire de la péninsule ibérique, où il apparaît comme un fantôme à tête de citrouille, El Coco est l'ancêtre d'El Cuqui, un monstre dévoreur d'enfants. Il est le croque-mitaine mexicain, celui dont les parents se servent pour calmer les ardeurs de leur progéniture. Tenez-vous tranquille, ou le El Cuqui.
viendra et vous emportera. Il serait un être polymorphe, excusez-moi. Il pourrait changer d'aspect à sa convenance, mais souvent, il se montrerait sous sa véritable apparence, celle d'une hideuse petite créature poilue, aux doigts griffus. De grandes oreilles de chauve-souris orneraient sa grosse tête où luiraient des yeux rougeoyants, et quand il ouvrira la bouche, ses petites dents acérées comme celles d'un barracuda témoigneraient de la nature de son appétit. La désobéissance attirait son attention, qui ne s'en prendrait jamais d'ailleurs aux enfants sages. Au crépuscule, le monstre se dissimulerait dans le placard, sous le lit ou derrière les rideaux de sa jeune proie. Et prenant parfois la forme d'une ombre noire, il se fondrait dans les ténèbres. Silencieux, il observerait, attendant le moment propice pour se jeter sur l'enfant, puis brusquement, il sauterait sur lui et l'emporterait dans son antre profondément enfoui sous les montagnes afin de le dévorer en toute tranquillité. D'une étrange manière, si peu de témoins rapportent avoir rencontré le croque-mitaine ou le boogeyman, ils seraient nombreux par contre à avoir croisé la route de El Cookie. J'ai grandi dans une petite ville du Mexique. Ma mère me racontait des histoires de fantômes quand j'étais enfant, mais aucun d'eux ne me faisait peur comme El Cookie. Un jour, j'étais en colère et j'ai maudit ma mère. Elle est restée très calme, mais la colère brûlait dans ses yeux quand elle m'a regardé. Alors, lentement et posément, elle m'a dit « El Cookie, va te râper les pieds ce soir ». Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait vraiment très peur. Cette nuit-là, quand je suis allée au lit, il m'a fallu près de 2 heures pour m'endormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis sortie du lit et j'ai remarqué que mes pieds étaient endoloris. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mes 2 pieds avaient de longues griffes rouges sur eux. Ça m'a vraiment terrifiée parce que je ne savais pas si El Cookie était réelle ou si ma mère était tellement folle qu'elle m'avait griffé les pieds pendant que je dormais pour me donner une leçon. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est l'autobus fantôme, l'autobus fantasma. De nos jours, une grande route permet d'effectuer rapidement le trajet entre Tocula, Ixtapan, de La Salle, mais autrefois, ceux qui souhaitaient faire le voyage devaient emprunter une petite route étroite et sinueuse qui traversait les montagnes. Un soir, il y a longtemps de cela, un autobus quitta Ixtapan de La Salle pour effectuer son trajet habituel vers Toluca. Mais alors qu'il se trouvait au sommet de la plus haute des montagnes, la pluie commença à tomber. Elle obligea le conducteur à redoubler de prudence. De nombreux accidents avaient eu lieu sur ce tronçon, donc beaucoup avaient été mortels. Quand l'autobus commença à accélérer, certains des voyageurs s'en alarmèrent. Ils se levèrent de leur siège, s'approchèrent du chauffeur pour le questionner. Mais avant même qu'il n'eût le temps de lui adresser la parole, l'homme s'écria « Les freins ne répondent plus !» Un vent de panique souffla alors parmi les passagers qui se mirent à crier, puis brusquement le bus fit une embardée et dérapant sur le bord de la falaise, il plongea dans le vide. Il dégringola la pente à une vitesse folle, s'immobilisa sur un rocher au fond du ravin et soudain, il prit feu. Quand la police découvrit le bus calciné, des corps jonchaient les rochers, d'autres gisaient carbonisés à l'intérieur de l'épave, mais il n'y avait aucun survivant. Depuis ce jour,
Un autobus fantomatique circulerait parfois sur la route. Certains racontent que si vous levez la main à son approche, alors le bus s'arrêtera pour vous faire monter. Vous trouverez peut-être le véhicule vétuste, mais curieusement, vous pourrez constater qu'il est encore en bon état et que même s'il semble plein, il reste une place juste pour vous. Si jamais vous décidez de vous asseoir sur ce siège, alors vous serez envahi par un étrange sentiment, l'impression que quelque chose ne va pas, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. Étrangement, malgré l'heure tardive, aucun des passagers ne dormira dans cet autobus. Assis bien droit dans leur siège, ils regarderont fixement devant eux, sans dire un mot, et le silence oppressant vous mettra sûrement mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, le chauffeur marchera dans l'allée pour contrôler les billets, mais étrangement, il semblera vous oublier. Peu après minuit, il arrêtera le bus bien avant la gare routière et il vous demandera de descendre sans d'autres explications. Vous ne saurez pas pourquoi, mais quelque chose vous poussera néanmoins à obéir. Tout le monde restera assis, mais vous vous lèverez et vous traverserez l'allée, puis quand vous arriverez devant le conducteur, vous sentirez probablement obligé de payer vos billets. Mais il repoussera votre argent en secouant la tête. Le trajet est gratuit, dira-t-il. Allez-y maintenant, mais ne regardez pas derrière vous ou vous ne pourriez jamais quitter ce bus. Si vous suivez ce conseil et que vous ne regardez pas derrière vous, alors vous entendrez le bruit de la fermeture des portes, celui du moteur qui démarre et qui s'éloigne sur la route. Mais si jamais vous retournez, alors le bus ne sera plus qu'une épave carbonisée. À l'intérieur des squelettes décharnés, vous regarderont silencieusement à travers les fenêtres, puis le bus s'éloignera et vous perdrez la vie dans un accident quelques jours plus tard. Alors votre fantôme rejoindra le bus et vous deviendrez l'un des passagers. Si par hasard un jour vous deviez voyager dans cette partie de la route, évitez de prendre le bus à la tombée de la nuit. Vous pourriez monter dans l'autobus fantôme et si jamais vous le faisiez, alors respectez les instructions du conducteur, car si vous ne le faites pas, vous serez condamné à voyager dans ce bus pour l'éternité. Cool, ce voyage est gratuit. Oui, mais quel voyage, Carpaccio. Quel voyage! La troisième légende urbaine du Mexique s'appelle El Carro de las Brujas, la voiture des sorcières. Justement, tout à l'heure, Carpaccio, tu me disais que j'étais une sorcière. Une légende raconte que parfois, à la nuit tombée, une voiture rouge écarlate roule sur la route entre Mexico et Cuernavaca, qui ne peut être vue que par des hommes qui errent dans les rues après le coucher du soleil. Cette voiture est nommée El Carro de las Brujas. À l'intérieur du véhicule se trouvent 2 ou 3 femmes, parfois 5, mais toujours très belles. Quand elles remarquent un homme seul sur le bord de la chaussée, elles arrêtent la voiture et elles essayent de l'attirer à l'intérieur, usant de mots sensuels, de poses lascives et lui promettant de réaliser ses rêves les plus fous. Si le malheureux se laisse griser par ces paroles mensongères et qu'il monte dans la voiture rouge, alors, quelque temps plus tard, son corps est retrouvé sur le bord de la route, recouvert de coupures étranges et de symboles ésotériques. En observant, il est aisé de comprendre
qu'il a été offert en sacrifice lors d'un rituel. Certains prétendent que la peinture rouge qui recouvre la voiture est fabriquée à partir du sang des victimes, mais personne n'a jamais pu le prouver. Les vraies femmes le font déjà ça. Les femmes ou les hommes? Un carpaccio. Les femmes ou les hommes? Parce que moi, j'ai vu plus souvent des hommes draguer des nanas qui sont à pied que des nanas draguer des mecs qui sont à pied. Excuse-moi. Étant une femme, je peux parler en connaissance de cause. Ça m'est même déjà arrivé tout près de chez moi. Non, mais les pauses et tout ça. Non, c'est pas vrai. Lascive. J'avais compris, hein. Moi, quand je suis en voiture, c'est pour conduire, c'est pas pour prendre des pauses lascives. Hein. Je suis là pour conduire et insulter les gens. Donc, oui, je prends des pauses d'insultes, ça c'est vrai. Crois-moi, parfois c'est pas triste. Après, si je suis avec quelqu'un en voiture, ça peut être marrant. J'ai fait quelques trucs en voiture. J'ai même déjà fait la circulation de ma voiture. Mais j'avais pas celle-ci. Entre autres, oui. Mais il n'y a pas besoin nécessairement du doigt. Hein. J'ouvre le carreau et j'hurle dessus. Surtout quand c'est des nanas. Et je dirais bien souvent, les nanas ne savent pas conduire. Et je surenchérais en disant, ah, c'est une blonde en plus, je comprends. Donc, crois-moi. Peut-être que dans une autre vie, j'étais un homme. Alors, l'histoire suivante, qui est encore une histoire, un mythe et une légende du Mexique, c'est la Llorona, qui s'appelle en français la pleureuse. C'est, je ne sais pas si c'est deux L ou si c'est un I apparemment. Llorona, on dirait que c'est Llorona. L'une des plus célèbres légendes mexicaines est celle de Llorona, qui date apparemment de la conquête espagnole. L'histoire raconte qu'une indienne d'une grande beauté entretenait une liaison avec un gentilhomme espagnol et qu'il avait 3 beaux enfants qui étaient adorés par leur mère et dont elle s'occupait avec dévotion. Puis, comme le temps passait et qu'il devait toujours se cacher pour se voir, la femme commença à souffrir de cette situation et elle décida de demander à son amant d'officialiser leur relation. Un carpaccio. Si c'était que face de gaufre. C'est encore poli, ça. Malheureusement, quand elle tenta de lui en parler, le gentleman, qui faisait partie de la haute société et qui craignait probablement pour sa réputation, esquiva la question et il agit de la même manière à chaque fois qu'elle s'y essaya. Quelque temps plus tard, poussé par ses intérêts, l'homme épousa une riche espagnole et il abandonna sa maîtresse. Quand elle apprit la nouvelle, la malheureuse en devint folle de douleur. Alors, brusquement, la vision de leurs enfants lui sembla insupportable et comme elle ne pouvait pas les regarder sans en souffrir, elle les amena au bord de la rivière et les noya. Quand elle vit leurs pauvres petits corps au fond de l'eau, la mère prit brusquement conscience du geste d'horreur et elle mit fin à ses jours.
Peu de temps après, des cris déchirants s'élevèrent du bord de la rivière et une silhouette spectrale commença à errer dans les rues de l'ancienne ville, poussant les habitants terrifiés à se barricader dans leurs maisons. Les nuits de pleine lune, les rues se remplissaient parfois d'un épais brouillard où une femme aux longs cheveux noirs apparaissait vêtue d'une longue robe blanche et portant un voile sur la tête qui errait dans la ville, criait son désespoir. La femme s'arrêtait toujours sur la grande place où elle s'agenouillait, puis tourna son virage vers l'est et elle se levait et reprenait sa route. Quand elle arrivait sur les rives du lac, alors elle appelait ses enfants une dernière fois, puis s'enfonçait dans les eaux du lac, disparaissait. Coucou Méphisto. La plupart des gens la fouillaient, mais ceux qui se risquaient à l'approcher recevaient de sinistres révélations et parfois ils en mouraient. La Llorona aurait hanté le bord des cours d'eau pendant des siècles et de nos jours encore, elle continuerait à se lamenter, condamnée à chercher éternellement ses enfants, sans jamais les trouver. Si dans un moment de faiblesse, il vous venait à l'idée de vous approcher d'elle pour la réconforter, gardez-vous-en bien. Pour une obscure raison, la Llorona tuerait indifféremment tous ceux qui croisent sa route, emportant parfois des jeunes enfants avec elle. Dernièrement, c'était en novembre 2015, une cinquantaine de personnes résidant dans différents quartiers de la ville d'Arrecife ont téléphoné à la police, affirmant avoir vu la Llorona déambuler dans leur rue. Nous sommes allés aux endroits indiqués, mais nous n'avons rien vu, a déclaré le commissaire. Depuis la fin de la semaine, nous recevons d'innombrables appels de prétendues apparitions. Par exemple, nous avons eu un coup de téléphone qui provenait d'une villa et 10 minutes plus tard, un autre à l'autre bout de la ville, ce qui est impossible. C'est également impossible quand ils disent l'avoir vu marcher sur un ruisseau ou rentrer dans un long tuyau et ressortir de l'autre côté. Après 2 minutes, vous manquez d'air. Vers la fin du chemin de fer, les gens équipés de lampes de poche et de bâtons ont monté une milice. Ils sont fous. Comme de nombreuses personnes disaient avoir vu la Llorona et en avoir été terrifiées. Le secrétaire de la sécurité publique s'est déplacé en personne sur les lieux des apparitions en pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il a mis en garde son auteur, lui affirmant que s'il venait à l'attraper, la colère des citoyens serait telle qu'il risquait de se faire justice eux-mêmes. En attendant, la Llorona continue à errer le long des rivières, pleurant son désespoir à qui veut bien l'entendre. Il y en a pas mal, hein. Je ne m'étais même pas imaginé qu'il y avait autant de légendes au Mexique. Je me suis jamais trop attardée aux légendes mexicaines. J'aurais peut-être dû faire des lives et faire des recherches pour faire des choses intéressantes là-dessus. Alors, il y en a en masse, le chupacabra. Oui, ça, j'en ai déjà parlé. Après, c'est une histoire super connue. Les Dames Blanches, il n'y a pas que là. Là, il y a la Llorona, quand tu regardes. Les Dames Blanches, c'est plus en France. Non, moi, je parlais plus du Mexique, en fait. Il y a plein de légendes, apparemment, qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. En tout cas, moi, ce sont des légendes dont j'ai jamais entendu parler. Après, comme je dis, je me suis jamais trop penchée aux histoires au Mexique. Ça va la forme, toujours rendez-vous pour les histoires qui font peur de Lydie.
Oui, voilà, c'est l'équivalent, c'est ça. C'est l'équivalent, la pleureuse, c'est l'équivalent de la Dame Blanche, hein. Je suis d'accord avec toi, ça y ressemble très très fort. Même si l'histoire est différente, au final, le résultat est pareil. Bien sûr qu'il a peur, ils ont tous intérêt à avoir peur de mes histoires. Carpaccio. L'histoire suivante s'appelle La Casa de los Tubos. C'est la maison des tubes. Ou de toit au volant. Ça, évidemment, ça c'est un autre sujet. Ce n'est pas une légende urbaine, ça malheureusement. À Monterrey, une légende entoure une maison abandonnée qui n'a jamais été habitée, la Casa de los Tubos, qui tient son nom de son étrange architecte. La maison a été construite dans les années 1970 par une riche famille dont la fille était paralysée des jambes. Le père de la jeune fille, qui voulait un endroit où elle pourrait se déplacer librement, avait demandé qu'un escalier soit construit d'un côté du bâtiment et qu'une rampe soit aménagée de l'autre et qu'elle pourrait emprunter son fauteuil roulant, ce qui lui offrirait une certaine indépendance. La jeune fille, qui alors était âgée d'une douzaine d'années, accompagnait souvent son père sur les chantiers pour regarder l'avancée des travaux. Mais un jour où elle s'y trouvait, 2 maçons perdirent la vie lors d'un terrible accident et leurs compagnons refusèrent de continuer de construire la maison. Les parents durent alors chercher une autre entreprise et quelque temps plus tard, ils retournèrent visiter leur demeure. Celle-ci était presque terminée. À cette occasion, la jeune fille put enfin tester les rampes que son père avait fait installer pour elle et elle s'amusait à les monter et à les descendre quand soudain, pour une inexplicable raison, son fauteuil prit tellement de vitesse qu'elle se retrouva projetée par la fenêtre de l'une des chambres. La malheureuse mourut sur le coup. Après cette terrible tragédie, les parents n'eurent plus le cœur à venir habiter dans la maison, qui fut mise alors en vente. Un jour, une famille vint la visiter, et ils avaient un garçon d'une dizaine d'années, et pendant que ses parents discutaient avec l'agent immobilier, l'enfant en profita pour explorer la maison. Il était parti depuis quelques minutes quand soudain, un cri déchirant s'éleva de l'étage et levant les yeux, les parents eurent tout le temps d'apercevoir une petite fille pousser leur fils par la fenêtre d'une des chambres. Et immédiatement, ils se mirent à courir vers lui, mais quand ils le retrouvèrent le corps, il était déjà décédé. Des recherches furent alors exécutées pour tenter de retrouver la fillette, mais elle semblait avoir mystérieusement disparu. Une rumeur s'est mise à courir que la jeune fille spectrale qui avait poussé le garçon était la fille qui était décédée beaucoup plus tôt. Des chasseurs de fantômes de tout âge investirent la maison. Jugeant l'endroit dangereux, les autorités firent condamner les portes, ce qui ne freina pas l'enthousiasme fébrile des amateurs de sensations fortes. De nos jours, la Casa Los Tubos est toujours en vente et bien qu'il n'existe aucune trace des prétendus drames dans les archives de la ville, personne n'en veut. Depuis longtemps déjà, elle est réputée maudite et qu'elle serait hantée par les fantômes de 2 enfants qui sont morts là-bas. Parfois, à la nuit tombée, les pleurs déchirants d'une petite fille s'élèvent dans les ténèbres. Certains auraient même vu sa silhouette se dessiner à la fenêtre de la fameuse chambre. Et un jeune garçon pourrait être observé jouant dans l'entrée. La maison connaît un tel succès que la police locale est obligée de la surveiller en permanence pour empêcher les curieux de rentrer
Et si certains des policiers disent n'avoir rien vu d'anormal, d'autres affirment avoir aperçu une entité au sous-sol. Sur les photos et vidéos, une jeune fille s'inviterait souvent et des gens viendraient du monde entier pour essayer de capturer son visage. Voilà l'histoire suivante. À ce moment-là, coup de tonnerre. C'est quoi cette émote qu'il a mis, Carpaccio? Ah, c'est un chien qui aboie. Je me demandais c'était quoi. C'est un truc Simon, ça. L'histoire suivante s'appelle La légende de la planchada. Et en français, c'est La fille aux vêtements impeccables. Un écureuil, choc-barre, non? Ah oui, un écureuil. Moi, je pensais que c'était un chien. Un Carpaccio. Ah, je confonds les écureuils avec les chiens, ça promet. Une bonne plancha. La planchada est probablement l'une des plus populaires du Mexique. Elle raconte l'histoire d'une infirmière qui hante dans les couloirs des hôpitaux et s'occupe des malades oubliés. Un jour, une jeune fille nommée Eulalia fut engagée comme infirmière à l'hôpital Juárez. Avec ses cheveux blonds, ses grands yeux bleus et ses traits fins, elle était ravissante et son caractère agréable s'accordait à son physique. Dès ses premiers jours dans l'établissement, Eulalia montra un très grand dévouement qui allait bien souvent au-delà du simple devoir. Et elle gagna rapidement l'estime des patients comme ceux des médecins. La jeune femme était également très ordonnée et ses camarades la taquinaient souvent à propos de son uniforme qui était toujours impeccablement blanc, sans la moindre tache ni le moindre faux pli. Eulalia partageait son temps entre son travail et sa famille, qui était composée de ses parents et de ses 2 petits frères. Chaque jour, elle partait travailler à l'hôpital, elle rentrait toujours avec le sourire, mangeait avec sa famille, faisait une sieste, puis se réveillait. Elle aidait sa mère aux tâches ménagères, jouait avec ses frères ou louait un roman à l'eau de rose. Mais un jour, sa vie bascula. Un matin, le directeur de l'hôpital convoqua les membres du personnel pour leur présenter un nouveau médecin, le docteur Joachim. Grand, beau, intelligent, il venait d'une bonne famille et son air arrogant témoignait de la fierté qu'il en retirait. Au bout de quelques jours, toutes les infirmières étaient déjà sous son charme, mais Eulalia ne prêta aucune attention au nouvel arrivant, jusqu'à ce qu'il lui demande de l'aider à retirer une balle de la jambe d'un patient. Mais d'une étrange manière, quand elle se retrouva près de lui, la jeune femme en fut tellement troublée que ses mains en tremblèrent et, à plusieurs reprises, elle se trompa en lui tendant des instruments qu'il demandait. Pour la première fois de sa vie, Eulalia venait de tomber amoureuse. Certains la mirent alors en garde, lui disant que cet homme n'était pas fait pour elle, qu'il était égocentrique et qu'il flirtait déjà avec d'autres infirmières. Mais la jeune femme ne voulut rien entendre. Lorsque le docteur Joachim finit par lui proposer un rendez-vous, Eulalia fut la plus heureuse des femmes. Ils se fréquentèrent pendant un moment, mais si le médecin semblait l'aimer passionnément
En apparence, la rumeur disait qu'il continuait à flirter en son absence, et elle ne mentait pas. Oui, bien sûr, Méphisto. Une année s'écoula, semblable à un rêve pour Eulalia, puis le docteur Joaquin lui proposa le mariage et, grisée de tant de bonheur, elle accepta avec un enthousiasme enfantin. Peu de temps après, comme il devait s'absenter pendant 15 jours pour assister à un séminaire, il lui demanda de lui préparer son costume. Et la veille de son départ, quand il passa le chercher, il fit 1000 promesses d'amour éternel. Les jours qui suivirent furent particulièrement difficiles pour la jeune femme qui n'avait jamais été séparée de celui qu'elle aimait. Une semaine s'était écoulée quand un infirmier s'approcha d'elle et lui déclara son amour. Il lui proposa de l'accompagner à un certain bal qui devait se dérouler sous peu. Surprise, Eulalia lui rappela qu'elle sortait depuis plus d'1 an avec le docteur Joaquin, mais l'homme la regarda étrangement et probablement vexé d'avoir été ainsi repoussée. Il lui répondit sans ménagement qu'il était étrange que personne ne l'ait prévenu, car tout le monde, sauf elle apparemment, savait que le docteur Joaquin avait démissionné de l'hôpital et qu'il était parti en voyage de noces avec sa nouvelle épouse. Ces mots résonnèrent comme un tocsin dans le cœur de la malheureuse, qui ne répondit rien. Elle baissa juste les yeux et elle s'éloigna de l'homme, espérant secrètement qu'il lui avait menti. Mais quand elle vérifia dans les dossiers du personnel de l'hôpital, elle s'aperçut que l'infirmier avait dit vrai. Celui qu'elle devait épouser était parti en lune de miel avec une autre. Après cette terrible déception, Eulalia ne fut plus jamais la même. Elle n'avait jamais eu de petite amie pendant son adolescence. Il était son premier amoureux et, le cœur plein d'amertume, elle en conclut que les hommes étaient tous les mêmes. Elle continua à travailler à l'hôpital, mais rien n'était plus pareil. Elle se montrait sombre, renfermée, et souvent elle oubliait ses patients dont certains moururent de sa négligence. Étrangement, la jeune femme ne fut pas renvoyée. Ses supérieurs connaissaient son histoire et, la sachant déprimée, ils attendaient qu'elle redevienne l'infirmière dévouée qu'elle avait toujours été. Les années passèrent, puis un jour, Eulalia tomba malade et elle se retrouva hospitalisée dans l'établissement où elle travaillait. Depuis la solitude de son lit d'hôpital, elle constata que les infirmières se montraient froides et qu'elles accomplissaient leur travail dans la plus grande indifférence. Alors elle commença à songer à sa vie, à son cœur, et son cœur se remplit de regrets. Elle s'en voulait terriblement d'avoir été une si mauvaise infirmière, et si elle avait pu revenir en arrière, elle l'aurait fait. La pauvre femme mourut sans pouvoir se pardonner. Peu de temps après, des rumeurs commencèrent à courir qu'une jeune femme que personne ne connaissait passait s'occuper des malades. Une nuit, l'une des infirmières de l'hôpital s'endormit, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire, car la négligence aurait pu coûter la vie à une patiente qui avait besoin de prendre un médicament à des heures régulières. Mais fort heureusement, quelqu'un d'autre se chargea de lui administrer, caressant affectueusement la tête avant de la quitter. 2 heures plus tard, quand l'infirmière réalisa son inconscience, elle courut vers la chambre, mais à sa grande surprise, la perfusion distribuait déjà l'antibiotique au bon dosage. Intriguée, l'infirmière s'interrogea et elle demanda donc à sa patiente, qui lui répondit que l'une de ses camarades était passée, une jeune infirmière blonde qui portait une robe incroyablement blanche, sans aucun pli. Par la suite, celle-ci, qui avait été surnommée la planchada à cause de ses vêtements toujours impeccablement repassés, apparut de nombreuses fois, apportant de l'aide aux malades oubliés par les infirmières.
D'une étrange manière, personne ne semblait se souvenir de son visage, mais tous les témoins parlaient de sa gentillesse, de sa tenue irréprochable. Certains des membres du personnel de l'hôpital rapportèrent l'avoir brièvement aperçue alors qu'elle rentrait ou sortait de la chambre d'un patient, et quelques-uns prétendirent même avoir été réveillés par son esprit qui leur avait doucement secoué l'épaule alors qu'ils dormaient dans leur quartier. De nos jours, la planchada continue à surveiller les malades de nombreux hôpitaux mexicains, les sauvant parfois d'une mort certaine. Méphisto, ton vœu va être exaucé. Nous allons parler après du chupacabra. Il fait partie des nombreuses légendes qui sont reprises dans ce livre. Je bois un coup. Et c'est là que le pauvre Carpaccio va avoir des clients et ne va pas pouvoir entendre la légende. Il y a de fortes chances que c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pensez de ces légendes? Je les trouve assez intéressantes. De toute façon, je vais encore raconter celle-là, peut-être la suivante, et puis ce sera bon parce qu'on n'en raconte pas nécessairement énormément. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes. Une petite heure d'histoire et c'est très bien. Oh, qu'est-ce qu'il est joli ce POV, il me plaît de plus en plus. En plus, vous avez vu la petite tasse sur le bureau? C'est la même tasse que Nancy et moi, sauf qu'elle est blanche et moi, elle est noire. Et la sienne aussi. Elle en a une blanche comme ça. Et parfois, au milieu de cette espèce de boule d'énergie qui est à côté du livre, on a l'impression de voir la lune, la pleine lune, qui vient, voilà, et là, elle a disparu. Et vous allez voir, elle va revenir après. Je trouve ça vraiment trop bien fait. Il est magnifique. Alors, le chupacabra, littéralement le suceur de chèvre, celui que tu m'as envoyé avec Imbolc, est très beau aussi. Mais c'est pas celui-là que je t'ai envoyé? Il me semble que c'est celui-là que je t'ai envoyé. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Celui-ci aussi, puis je t'en ai encore envoyé un autre, je me rappelais plus. Ah oui, je vois celui que tu veux dire. Je vois celui que tu veux dire, il est beau aussi. Oui, c'est vrai qu'il est joli. Mais il n'y a pas une musique avec celui-là que tu me dis? Oups. Attendez, je m'en vais vérifier ce que je lui ai envoyé, parce que je me rappelle plus. Ah oui, ça y est, je me souviens.
Oui, je me rappelle de celui-là. Ah oui, celui-là, il est magnifique aussi. Très juste. Mais non, je me rappelle. Mon pauvre cerveau. Donc, Chupacabra, littéralement le suceur de chèvre, entrait certains pays d'Amérique et plus particulièrement le Mexique, terrorisant les populations et massacrant le bétail. Selon les différents témoignages, le Chupacabra serait une petite créature voûtée, au dos épineux, qui se tiendrait debout sur ses deux pattes à trois doigts et se déplacerait en bondissant. Deux yeux exorbités s'allieraient de sa tête, ovale à la mâchoire allongée et de longs crocs dépasseraient de sa gueule. Selon certains, il serait capable de voler. Il posséderait des petites ailes comme celles des chauves-souris et sa peau, parfois poilue, parfois écailleuse, changerait de couleur comme celle d'un caméléon, devenant noir à la nuit tombée et prenant des couleurs de la végétation pendant la journée. En 1992, les cadavres des poulets, des chevaux, des chèvres furent retrouvés près de la petite ville de Moca, à Puerto Rico. Ils avaient été vidés de leur sang et portaient tous au cou un ou deux petits trous. Au début, les soupçons se portèrent sur des groupes sataniques, puis le phénomène s'étendit dans l'ensemble de l'île et un habitant rapporta avoir aperçu le coupable, le décrivant comme un petit être verdâtre. Tout le monde en conclut qu'il était étranger à la communauté et comme il semblait se nourrir de sang de ses victimes, il fut nommé El Vampiro de Moca, le vampire de Moca. En 1995, 8 moutons furent retrouvés morts à Guanavanas, à Puerto Rico, complètement exsangues. Les enquêtes découvrirent que tous les animaux présentaient 3 blessures au cou. Coucou Chad. Ils ressemblaient à des perforations et malgré les circonstances étranges, les autorités en conclurent qu'ils avaient probablement été tués par le prédateur connu, sans vraiment pouvoir dire lequel. Puis, comme les attaques continuaient durant la 2e semaine du mois d'août, Madeleine Tolentino affirma avoir vu la bête à travers la fenêtre alors qu'elle se trouvait dans sa maison. Elle la décrivit comme étant une petite créature poilue avec les yeux saignants, les yeux saillants, gris foncé ou noir et se promenait sur ses 2 pattes et levait les bras de façon menaçante comme un monstre de télévision. Peu de temps après, plus de 30 habitants rapportèrent avoir vu la créature, jurant qu'elle avait surgi du ciel et sauté par-dessus la cime des arbres. Le 19 novembre au matin, des agriculteurs de la région découvrirent que des dizaines de dindes, lapins, chèvres, chats, chiens, chevaux et vaches avaient été tués dans la nuit. Étrangement, leur corps était indemne de toute blessure, si ce n'est que de petites traces de piqûres sur leur cou. Dans la ville de Cagas, un homme affirma avoir brièvement aperçu la créature alors qu'elle sortait de chez lui. Il expliqua que la bête qu'il décrivit comme possédant de grands yeux rouges et de longs bras velus avait fait irruption dans une chambre de la maison, déchiqueté un ours en peluche et laissant une flaque de boue et un morceau de viande rance sur le bord de la fenêtre. À la fin des années 1995, le Chupacabra était accusé d'avoir tué plus de 1000 animaux en drainant le sang. Après cette vague d'attaques qui fut fortement médiatisée, le phénomène s'étendit à un grand nombre de pays d'Amérique et en particulier au Mexique où 35 moutons furent brusquement retrouvés morts, vidés de leur sang.
Voilà, ça c'est l'histoire du chupacabra. Et la dernière histoire s'appelle L'allée des nains, El Callejón de las Minitas. En 1780. Coucou mon petit Johan, comment vas-tu? Quand ils arriva dans la ville de San Luis Potosí, un prêtre se trouva tellement séduit par la douceur de son climat qu'il décida de s'y installer. L'ecclésiastique fut rapidement engagé comme professeur de latin dans une des meilleures écoles de la ville. Coucou mon petit Ryan. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il loua une maison dans le quartier pauvre de l'Alfafa et comme il se trouvait débordé de travail, il embaucha 2 jeunes voisins pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Un jour, il effectua un court voyage visitant plusieurs villages des environs afin de collecter des fonds pour l'église et il amena 2 de ses serviteurs avec lui. Une fois de retour, il leur ordonna de s'occuper des chevaux et les 2 garçons s'exécutèrent, puis, comme l'heure du repas approchait, ils décidèrent de rentrer chez eux pour dîner. Et voilà mes 2 modos garçons réunis. Ils décidèrent d'entrer chez eux, ça je l'ai dit. Pendant ce temps, le prêtre, fatigué par son voyage, fit une courte prière et se glissa rapidement dans son lit. La nuit venait de tomber quand les adolescents retournèrent à la maison de l'ecclésiastique, mais quand ils pénétrèrent à l'intérieur, ils le découvrirent couché sur le sol. Il gisait dans une mare de sang. Le malheureux avait été assassiné. Terrifiés, ils s'enfuirent dans la rue en criant et, alertés par tout ce vacarme, de nombreux voisins se rassemblèrent devant la maison. En apercevant l'horrible spectacle, certains s'empressèrent de prévenir les médecins de l'hôtel militaire tout proche qui ne purent que constater le décès du pauvre homme. Une enquête des plus minutieuses fut alors effectuée sans grand succès et comme elles n'avaient pas d'autres pistes, les autorités en vinrent à soupçonner les serviteurs, bien évidemment, comme d'habitude. Comment est-ce que vous allez, vous deux ? Les 2 garçons furent alors arrêtés et enfermés dans des chambres séparées de l'hôpital militaire, puis des policiers commencèrent à les interroger, employant des méthodes réprouvées de nos jours. Les adolescents commencèrent par se blâmer l'un et l'autre, et craquant sous la pression, le plus jeune accusa formellement son aîné d'avoir tué le prêtre pour lui dérober une somme d'argent récoltée dans les villages. Suite à ces aveux, les autorités les ramenèrent au village ou à la maison de la victime où l'argent volé et le poignard ensanglanté furent retrouvés. Un procès s'ensuivit au cours duquel les 2 garçons furent reconnus coupables et condamnés à être pendus par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. La petite rue fut alors surnommée l'allée des nains et les promeneurs commencèrent à l'éviter. Ceux qui devaient la traverser faisaient le signe de croix et, tremblant d'effroi, récitaient des prières. Parce que, une fois la sentence exécutée, leurs mains furent tranchées et accrochées au mur extérieur de la maison du prêtre afin d'avertir tous ceux qui passaient dans la ruelle sombre du sort qui les attendait. Au bout d'un certain temps, pour des raisons aisément compréhensibles, les mains furent décrochées et enterrées, mais quelques jours plus tard, elles réapparurent sur le mur et le même phénomène se reproduit à chaque fois que quelqu'un tente de les enlever. L'histoire dura ainsi pendant de nombreuses années
Puis le quartier fut rénové, la ruelle détruite et transformée en grande rue. Pourtant, aujourd'hui encore, si vous traversez l'ancienne ruelle certains soirs de novembre, alors vous pourrez voir la silhouette fantomatique du prêtre errer près de son ancienne maison et les mains squelettiques des deux condamnés flotter dans le vent d'automne. J'espère que vous avez bien tremblé de ces histoires fantomatiques. Bon, attendez, parce que je suis coincée. Hop, dans mon tapis. Voilà, voilà. Je vous avais dit que j'en raconterai encore une ou deux. Voilà, c'est chose faite. Est-ce que vous avez bien aimé aussi les histoires comme ça, les histoires, comment je vais dire, les légendes urbaines, ça change. C'est fini là. Oui, chouchou. Il avait l'air bon, dis-moi, Choupi, ton couscous. C'est trop beau le décor. Ah ben c'est un des POV, hein, j'en ai plusieurs. On a déjà mis différents. La fois passée, j'avais mis le château. La fois d'avant, j'avais mis la bibliothèque. Mon couscous, oui, très bon. Bien, écoute, c'est le principal. Moi, j'ai fait de la soupe pour ce week-end. J'ai fait une grosse marmite de soupe aux oignons. Bah, tu m'étonnes qu'ils n'étaient pas là. T'en as profité, hein. Il faut de temps en temps. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Donc, comme je l'ai dit en début de live, je vais quand même me répéter en fin de live. Comme je l'ai dit en début de live, lundi, on fera un live sur la pleine lune. Mais mercredi, il y aura probablement une enquête paranormale ici à la maison. Oui, pour une fois, ça n'arrive jamais. Oh, nice. Alors, comme je l'ai expliqué, il y a eu pas mal de phénomènes ici à la maison. Et c'est assez répétitif. Et il y en a encore eu un ici ce soir. Donc, là, je vais trancher dans le vif. Je vais faire ça mercredi. Après, j'ai été partagée entre le faire lundi ou mercredi. Mais après, je me suis dit, mercredi, ce sera super. Parce que comme la pleine lune tombe mercredi, on en parlera de la pleine lune lundi. Et mercredi, on sera en plein dans les énergies. Donc, pour ceux qui ne viennent pas quand il y a du gaming, parce que je sais que certains ne viennent pas parce qu'ils n'aiment pas le gaming, eh bien, mercredi, il n'y aura pas gaming. Mercredi, il y aura enquête para. Je le rappellerai dans le programme du Discord et je le remettrai dans le Discord. Ah, tu commences à t'ouvrir. C'est très bien ça, Choupi. C'est très bien. Donc voilà. Et puis vendredi, il y aura un sujet comme d'habitude. Et je disais aussi en début de live que j'allais discuter avec Nancy pour voir, pour faire la séance chez elle de Ouija.
Ben voilà. Mais ici, je ne sais pas, je sais pas qui c'est qui essaye d'interagir, mais c'est quelqu'un, comme je disais en début de live, qui veut absolument attirer notre attention. On en profitera justement d'être à la maison pour tester l'eau avec la paille. On fera un premier test. On va le savoir, ma Lily, je me languis, oui, je me doute. Je sais pas où tu m'as écrit, je sais pas si tu m'as déjà écrit, mais j'ai pas encore été voir. Mercredi 21h. Mais je le rappellerai dans le Discord, je ferai mon post sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Moi, il faudrait que je les mette sur YouTube. Et je mettrai aussi sur Facebook. J'ai pas encore écrit, je ferai demain. Ok pour mercredi. Ah ok, d'accord. D'accord. Maintenant, allez savoir, est-ce que le message, est-ce que ça attire mon attention pour moi ou est-ce que ça attire mon attention pour des messages qui doivent être dits à d'autres personnes? Je n'en sais rien du tout. On verra mercredi. J'ai pas eu vraiment de flash m'indiquant une personne ou l'autre. Donc, oui, et moi aussi, ce qui veut ou ce qu'ils veulent. Le fait est, c'est qu'à partir du moment où mes chats commencent à avoir peur et ne restent plus ou se mettent tétanisés dans certains endroits de la maison, c'est que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Ça, je suis sûre et certaine de moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je les connais tellement bien que je sais que, en plus, c'est bizarre parce qu'en fait, ils veulent pas rester le soir dans le bureau, mais l'après-midi, ils me demandent pour venir. Oui, hein. Oui, choupi. On est ici, on ne saurait pas se mettre toutes les deux et faire l'enquête, ça va être trop serré. Tu rêves, choupi, mais alors tu rêves complètement. Le pauvre. Alors, pour le raid, il n'y a pas longtemps dans le Discord, rappelez-vous, je vous avais mis le pseudo de quelqu'un qui commence dans le stream. C'est Miss Smile. C'est quelqu'un de super chouette avec Lady... Attendez, Lady Blow. Elle est déjà venue ici à la follow et elle stream aussi. C'est une chouette nana. Enfin, c'est deux chouettes nanas. Et aujourd'hui, justement, Miss Smile, elle est en live. Donc, je vais vous envoyer chez elle pour le raid. Elle a même pas encore ses 50 follow pour faire l'affiliation. Donc, si vous avez envie de perdre un petit follow, d'aller mettre un petit follow chez elle, ben, ça lui mettra du baume au cœur. Je sais qu'elle a vraiment du mal à démarrer. Elle n'a qu'une personne ce soir sur son live. Elle n'a aucun commentaire et ça fait. Et en plus, je pense que c'est son modérateur qui est là. Elle fait pas mal de jeux chouettes. S'il ne se montre pas, c'est bon. Donc voilà. J'ai vraiment envie d'aller. Vous verrez, c'est une chouette nana. Puis voilà. Je vous passe sur le POV de fin. Nous, on se retrouve lundi. Restez pour le raid, s'il vous plaît.
Ça lui fera aussi une montée de vue parce que quand on n'a pas beaucoup, quand on n'est pas beaucoup, c'est vraiment contraignant. Et moi, je vous avoue que quand on n'est pas beaucoup, qu'on n'est que 1 ou 2 ou 3, ça me fait super mal au cœur en ayant 874 followers. Alors, j'ose même pas imaginer quand vous en avez même pas 50 et que vous connectez et que vous avez personne sur le chat, c'est pas toujours super cool. Donc voilà. Je vous fais des bisous, on se retrouve lundi. Passez un bon dimanche. Plein de bisous. Je vous passe sur le POV de fin. Et on y va. Hop. Voilà. Des bisous.